Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous recevons aujourd'hui Jennifer Kavanagh, chercheuse principale et directrice de l'analyse militaire chez Defense Priorities, ainsi que professeure associée au Centre d'études de sécurité de l'Université de Georgetown. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous écrivez abondamment sur l'évolution de la politique étrangère des États-Unis en explorant les arguments en faveur d'un retrait, ou du moins d'une réduction partielle de la présence américaine en Europe et au Moyen-Orient, afin de se concentrer davantage sur les affaires intérieures. Je trouve ces arguments très intéressants, car nombre de ces idées relèvent de l'approche traditionnelle américaine, celle d'avant la Seconde Guerre mondiale, de l'équilibre offshore. Autrement dit, encourager un équilibre des puissances en Europe et en Eurasie, tout en permettant aux États-Unis de se retirer et de renforcer leur propre puissance. L'hypothèse a toujours été qu'une présence étrangère excessive risquait d'enchevêtrer les États-Unis, d'épuiser leurs ressources et, en fin de compte, d'inciter les autres à s'équilibrer contre eux plutôt qu'entre eux. C'est donc un travail très intéressant. Et c'est aussi un bon indicateur de l'orientation vers laquelle la réflexion stratégique des États-Unis semble revenir. Vous revenez tout juste d'un voyage en Ukraine, où vous avez rencontré de hauts responsables du gouvernement ukrainien et obtenu des informations sur la situation politique, militaire et du renseignement sur place. Je me demandais si vous pouviez partager certaines de vos conclusions concernant la réflexion que l'on observe désormais à Kiev. Car, encore une fois, la guerre continue de s'intensifier et l'on reconnaît désormais qu'un effondrement pourrait survenir à moins que nous ne nous dirigions à nouveau vers un accord de paix. L'offre de paix actuellement sur la table n'est certainement pas très attrayante pour l'Ukraine. Mais un bon point de départ serait: comment les élites politiques et les services de renseignement militaire perçoivent-ils l'évolution de la guerre? Je pense que c'est un peu une situation à deux visages. D'un côté, la situation est clairement très grave et il y a beaucoup de craintes à l'approche de l'hiver. L'Ukraine fait face à un certain nombre de contraintes et les personnes avec qui nous avons parlé, qu'elles soient au gouvernement, anciennement au gouvernement ou en dehors, ont été assez franches avec nous au sujet de certaines de ces limites. L'une d'elles concerne la défense aérienne. Certaines des personnes interrogées ont suggéré qu'il ne restait que quelques mois de réserve d'intercepteurs de défense aérienne. La capacité de l'Ukraine à intercepter les missiles balistiques a fortement diminué et même sa capacité à intercepter les drones est désormais réduite. Alors que les attaques de la Russie deviennent de plus en plus complexes et difficiles à contrer pour l'Ukraine, celle-ci fait face à une pénurie des intercepteurs même dont elle a besoin pour arrêter ses missiles. Cela a des répercussions non seulement sur les cibles militaires, mais aussi sur les infrastructures civiles. Nous avons vu la Russie s'en prendre au réseau d'électricité et d'eau dans plusieurs villes. En fait, pendant que nous étions sur place, Kiev a perdu l'électricité et l'eau dans une grande partie de la ville. C'est un premier facteur. Le second concerne les effectifs. Une personne à qui nous avons parlé nous a dit que ceux qui n'ont jamais servi ne veulent pas le faire. Et cela limite fortement leur capacité à continuer d'alimenter la ligne de front en personnel militaire, où les pénuries sont déjà importantes. Et puis, il y a la situation sur la ligne de front qui est également assez difficile. En plus du manque de main-d'œuvre, la Russie a désormais pris l'avantage en matière de drones. Ainsi, ces zones de tir que l'Ukraine utilisait pour figer la ligne de front ne sont plus aussi efficaces, car la Russie dispose maintenant de cet avantage en innovation et en quantité de drones. Donc, dans l'ensemble, la pression est forte. Et il y a, je pense, une reconnaissance du fait que le pays a besoin
d'un cessez-le-feu, mais toujours pas de volonté d'en avoir un. Personne ne veut de cessez-le-feu. Et je pense qu'il y a 3 facteurs principaux qui limitent la capacité à réellement avancer vers un cessez-le-feu. Les premières sont des contraintes politiques. Comme vous l'avez suggéré, l'accord sur la table n'est pas très attrayant. Il est vraiment difficile à faire accepter au public ukrainien, renoncer à des territoires, renoncer à l'adhésion à l'OTAN, sans avoir quelque chose de concret à montrer après des années de guerre. Ce qu'ils recherchent donc, ce sont des promesses d'adhésion à l'UE et des garanties de sécurité continue, même s'il existe des questions sur ce que cela signifie réellement. Peut-être pourrons-nous revenir à cette question plus large, mais ils ont besoin de quelque chose à présenter au public. Et tout cela se déroule sous l'ombre d'une pression croissante sur Zelensky pour organiser des élections et d'une inquiétude quant à ce que cela impliquerait, ainsi que des manœuvres politiques à l'intérieur du pays. Le deuxième facteur majeur est que, de manière générale, les personnes à qui nous avons parlé semblaient suggérer que tout accord serait temporaire, que l'objectif de la Russie est de faire de l'Ukraine un État vassal et qu'elle continuerait à pousser dans ce sens. Même si un accord était signé maintenant, il ne durerait pas. Il y a donc une réticence ou peut-être un désintérêt à engager des négociations, car tout type d'accord semble placer l'Ukraine dans une situation de risque existentiel. Vous savez, devons-nous continuer à nous battre maintenant ou devrons-nous nous battre à nouveau plus tard? Ce sont, je pense, les principaux choix tels qu'ils les perçoivent. Et donc ce sont 2 éléments clés. Le troisième est qu'il existe un véritable décalage entre l'Ukraine, la manière dont on pense à Kiev, que Washington perçoit cette guerre, et ce que Washington en pense réellement. Je pense que vous avez vu cela se jouer un peu vendredi. À Kiev, nous avons entendu dire qu'ils pensaient avoir convaincu Trump qu'ils croyaient qu'ils étaient en train de gagner. À Washington, l'ambiance est tout autre, et ce n'est pas uniquement la faute de l'Ukraine. Je pense que l'Europe et Washington ont nourri ce genre de pensée magique en Ukraine. Pour moi, la menace des Tomahawks n'a jamais été réelle. C'était toujours un jeu. Et pourtant, l'Ukraine y a cru. Nous avons donc passé des semaines à parler des Tomahawks, alors que nous aurions dû parler de défense aérienne ou d'autres sujets. Je pense que ces 3 obstacles continuent d'empêcher tout véritable progrès vers ce qui pourrait être considéré comme un accord réalisable ou toute forme de cessez-le-feu permettant de véritables négociations. C'est intéressant. La crainte que ce soit temporaire, car c'est plus ou moins ce qu'on entend aussi de Moscou. Leur inquiétude est que ce que l'Occident propose serait également temporaire, comme un cessez-le-feu par exemple, afin que nous puissions réarmer les Ukrainiens. Eh bien, l'hypothèse est qu'au bout du compte, si nous disposons d'une armée ukrainienne forte de centaines de milliers d'hommes, capable de lancer des missiles sur la Russie à tout moment, ce serait un proxy trop attrayant pour qu'on y renonce. C'est ainsi qu'ils raisonnent. Je pense donc que c'est pour cela que les Russes disent aussi qu'ils ne veulent aucun cessez-le-feu, à moins qu'il ne s'accompagne d'un règlement politique clair. Sinon, c'est juste vous savez, on se regroupera et on les combattra à nouveau dans quelques années, voire dans quelques mois. Mais à ce sujet, s'ils reconnaissent que les choses semblent s'effondrer, et on en voit un peu les signes sur les lignes de front aussi. Pour quiconque regarde la situation aujourd'hui, Pokrovsk, la partie sud, est plus ou moins tombée, ce qui représente un immense territoire, soit dit en passant. Et Kupiansk semble également suivre la même voie très rapidement. Il faut trouver la paix. Mais comme vous l'avez dit, c'est très difficile, je suppose, de faire accepter cela au public. Alors, qu'est-ce qu'ils envisagent dans ce cas?
Parce que comme vous l'avez dit, si la raison pour laquelle ils veulent un cessez-le-feu est que les choses tournent mal, alors il faut aussi reconnaître à un certain niveau que le camp perdant ne peut pas non plus dicter les termes d'un accord de paix. Alors, selon vous, à quel moment sont-ils prêts à faire des concessions? Et dans quel domaine pensez-vous que les lignes rouges sont, disons, figées, là où ils ne peuvent pas bouger, même s'ils le voulaient? J'imagine qu'il existe aussi différentes factions politiques au sein de l'Ukraine. Donc oui, c'est ma question, où peut-on trouver les concessions? Je pense que les lignes rouges sont, du moins telles qu'on me les a expliquées, d'abord, ils doivent obtenir l'adhésion à l'UPNRO. Ils reconnaissent que l'adhésion à l'OTAN est exclue, mais ils ne sont pas prêts à le dire publiquement, tant qu'ils n'ont pas, enfin certains l'ont dit publiquement, mais pour l'abandonner officiellement, ils veulent des garanties de sécurité qu'ils n'ont pas encore, du moins pas à leur satisfaction. Ensuite, aucune limite sur leurs forces armées. C'est une ligne rouge. Ils ne sont pas disposés à accepter des restrictions sur la taille de leur armée ou de leur arsenal, type de capacité, nombre d'armes, ce genre de choses. En gros, toutes les personnes à qui j'ai parlé désignent ces 3 points comme les principales lignes rouges. Je pense qu'il y a une reconnaissance, comme je l'ai dit, que l'adhésion à l'OTAN n'est plus envisageable, mais qu'il reste encore l'espoir d'obtenir une forme de garantie de sécurité. Vous avez entendu Zelensky le dire vendredi, lorsque des journalistes l'ont interrogé. Il n'était pas prêt à renoncer à l'adhésion à l'OTAN, mais il s'est vraiment concentré sur les garanties de sécurité. L'OTAN est la meilleure, a-t-il déclaré, mais il y avait d'autres garanties de sécurité qu'il pourrait être disposé à envisager. Je pense qu'ils reconnaissent qu'ils ne récupéreront pas les frontières de 1991. Ils ne vont pas regagner le territoire perdu depuis 2022, mais abandonner, c'est-à-dire se retirer de territoires qu'ils n'ont pas perdu militairement. Je pense que cela aussi est exclu. Et à mon avis, cela semble assez raisonnable. Il n'existe pas vraiment de précédent pour le niveau de retrait que la Russie demande. Mais pour moi, vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de choses que les États-Unis et l'Europe pourraient faire pour faciliter cela. Il y a des concessions que les États-Unis et l'Europe pourraient accorder qui offriraient à la Russie certains des avantages politiques qu'elle recherche. Mesures qui réduiraient l'accent mis sur le territoire et permettraient plus de flexibilité concernant les capacités militaires. Plus précisément, retirer la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN de la table est quelque chose que les États-Unis et les alliés de l'OTAN pourraient faire, ce que les États-Unis ont fait, mais que d'autres alliés européens ont souvent refusé de faire. Et deuxièmement, discuter réellement de la fermeture complète de la porte ouverte de l'OTAN et de l'arrêt de toute nouvelle expansion de l'Alliance. Je pense que, vous savez, l'Europe fait déjà face à suffisamment de défis en essayant simplement de se réarmer pour protéger le territoire actuellement sous le parapluie de l'OTAN. Je ne crois pas que quiconque pense sérieusement qu'il soit judicieux en ce moment d'étendre le territoire à défendre. Il me semble donc que cela ne devrait pas être aussi politiquement toxique. Et si les États-Unis et d'autres alliés de l'OTAN étaient disposés à en discuter avec Poutine et son cercle rapproché lors de négociations, cela pourrait potentiellement atténuer une partie de la pression sur l'Ukraine. Ainsi, plutôt que de nourrir de faux espoirs de missiles Tomahawk et autres, si l'Europe et les États-Unis veulent vraiment aider l'Ukraine, la meilleure chose à faire serait de consentir à des concessions susceptibles de réduire ce que l'Ukraine devra finalement abandonner. Je suppose que ce serait difficile, comme vous l'avez dit, pour Zelensky. Même s'il sait qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion à l'OTAN, il lui serait très difficile de retirer cela de la table lui-même. Mais comme vous le suggérez, l'Ukraine n'a en réalité aucune raison de le faire. En fait,
je penserais que les Russes préféreraient qu'une fin à l'expansion de l'OTAN découle d'un accord entre les États-Unis et la Russie. Parce que vous savez, il pourrait y avoir un gouvernement qui change encore d'avis, comme cela soit déjà produit. Donc à ces Et il faut plus que simplement les États-Unis, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura un nouveau gouvernement américain dans 3 ans et demi, 4 ans, et ce gouvernement pourrait aussi changer d'avis. Il faudrait donc les États-Unis, plus ou moins quelques alliés de l'OTAN, prêts à s'engager pour que ça n'arrive pas. Eh bien, si cette guerre concerne l'effondrement de l'architecture de sécurité européenne et que le conflit territorial en est une conséquence, il semble que ce soit le domaine par lequel il faudrait commencer. Mais à un certain moment, même le général Kellogg a fait allusion à la CSCE, en soutenant qu'un accord politique devrait peut-être inclure quelque chose comme l'arrêt de l'expansion de l'OTAN vers la Géorgie et la Moldavie. J'ai trouvé cela intéressant. Il ne l'a pas répété depuis, mais cela ne signifie pas forcément que les Américains ont abandonné cette idée. Simplement qu'ils ne veulent pas, je suppose, montrer toutes leurs cartes. Mais si cela était envisageable, encore une fois, cela toucherait au cœur même du conflit. Et puis, il pourrait y avoir certaines concessions territoriales de la part des Russes. Il semble assez prévisible qu'ils trouvent une certaine flexibilité sur la question territoriale dans les zones qu'ils ne contrôlent pas actuellement. Je pense à Zaporizhia et à Kherson. Peut-être qu'ils seraient disposés à ne pas revendiquer les parties qu'ils ne détiennent pas. Mais le Donbass, c'est une zone plus sensible. Ils ont déjà Luhansk, mais Donetsk. Penses-tu que les Russes seraient prêts à faire un pas là-dessus? On dirait qu'ils ne veulent pas que cela revienne sous contrôle ukrainien. D'après ton impression, y a-t-il eu des discussions sur le fait que les Russes, puisqu'ils ont également conquis des territoires dans les régions de Soumy et de Kharkiv, pourraient envisager un échange, rendre ces zones en échange de Donetsk? Ou est-ce que c'est complètement exclu? Je pense que cela dépendrait un peu de la quantité de territoire dont on parle, car tout échange de terre devrait être à peu près équivalent. D'après ce que j'ai compris jusqu'à présent, les propositions sur la table impliqueraient que l'Ukraine cède beaucoup et ne récupère qu'une très petite portion, ce qui me semble assez irréaliste. Mais sur la question territoriale, je me demande si l'accord était vraiment avantageux pour la Russie et qu'elle obtenait certaines des grandes concessions politiques qu'elle souhaite, abandonnerait-il tout à cause du territoire ou pourrait-il y avoir une certaine marge de compromis? Par exemple, on parle beaucoup de la création d'une zone démilitarisée. Je pense que presque tout le monde s'accorde à dire qu'il devrait y avoir une sorte de zone démilitarisée. Peut-être qu'une partie de ce territoire deviendrait la zone démilitarisée, non? Et ensuite, chaque camp conviendrait que cette zone est démilitarisée ou accepterait qu'une partie de son territoire reste occupée par l'autre. Donc je me demande, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 6 mois, quand les avancées militaires seront encore plus lentes, qu'il ne serait peut-être pas logique pour la Russie d'abandonner ses exigences maintenant, puisqu'elle continue de progresser sur le champ de bataille. Mais à un moment donné, l'accord pourrait être si avantageux ou suffisamment bon qu'un compromis territorial devienne possible. Je veux dire, je pense que la Russie reconnaît que cette administration lui est probablement plus favorable, disposée à lui accorder, dans cette administration américaine, un meilleur accord que la plupart des autres dans l'histoire, et peut-être même que la prochaine, puisque nous ne savons pas ce qu'elle sera. Donc, à un certain moment, il sera logique de conclure un accord politique. Atteindre uniquement les objectifs territoriaux
sans atteindre les objectifs politiques, nous laisse dans la situation dont nous parlions au début, où nous n'avons pas réellement traité les causes profondes et la probabilité d'une Ukraine réarmée ou d'une reprise de cette guerre est d'autant plus élevée. Non, tu as probablement raison sur ce point. Oui, tout à fait. Parce que, pour les Russes, je suppose que leur principale préoccupation après la guerre froide n'était pas seulement de se retrouver coincés avec un statu quo plus défavorable, c'était qu'aucun nouveau statu quo ne leur ait été proposé. La sécurité en Europe signifiait simplement désormais l'expansion progressive de l'OTAN, de plus en plus près de leurs frontières. Donc, après 30 ans à essayer d'obtenir un accord sur une architecture de sécurité pan-européenne mutuellement acceptable, si c'est quelque chose que Trump pourrait proposer, sachant qu'aucun autre président américain n'offrirait jamais rien de tel à l'avenir, il est difficile d'imaginer qu'il soit prêt à tout abandonner, à cause, essentiellement de Sloviansk et de Kramatorsk. Mais encore une fois, il semble que le principal mécontentement des Russes soit double. C'est la question géostratégique, à savoir l'incursion de l'OTAN en Ukraine, qu'ils ne voudraient même pas voir comme une adhésion de facto. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais la seconde question, c'est ce qu'on appelle souvent la dérussification, qui se manifeste par ses lois linguistiques, la suppression culturelle, l'oppression religieuse et les restrictions imposées aux médias politiques. Je pense qu'il présente cela très, peut-être même absolument, sous l'idée de dénazification, ce qui signifie que tous les éléments bandéristes, tous les éléments anti-russes doivent être complètement éliminés. Mais entre une purge totale et l'inaction, il existe, encore une fois, tout un éventail de mesures possibles. Mais du côté ukrainien, y a-t-il, selon vous, une volonté de la part des dirigeants à qui vous avez parlé de reconsidérer certaines de ces lois, disons, plus sévères à l'encontre des russophones? Vous savez, je pense qu'une partie de cela sera résolue par les efforts de l'Ukraine pour rejoindre l'UE, car certaines de ces choses ne répondront tout simplement pas aux normes politiques et économiques de l'Union. L'Ukraine devra organiser de nouvelles élections et devra s'attaquer à certaines de ces lois et questions relatives aux minorités. Et je pense qu'il existe une volonté de compromis à ce sujet sur beaucoup de ces points, et de traiter certaines de ces questions de droits des minorités et d'autres types de problèmes. Donc, à mon avis, ce sont probablement les principaux points de blocage. Je pense qu'il y aura probablement des compromis possibles à ce niveau-là. C'est aussi que ce sont les aspects les plus difficiles à atteindre militairement et ceux pour lesquels nous avons le plus besoin de négociations. C'est pourquoi, je pense, on en parle moins que de beaucoup d'autres choses, car nous n'en sommes même pas encore arrivés à de véritables négociations, avec des gens assis autour de la table pour régler les détails. Oui. C'est un peu comme avec les États baltes. On leur avait aussi dit, lorsqu'ils ont rejoint l'Union européenne il y a plus de 20 ans, qu'en raison des normes en matière de droits de l'homme au sein de l'UE, ils devraient accorder des droits fondamentaux, le droit de vote, le droit de travailler dans la fonction publique, les droits linguistiques, tout cela, parce qu'ils avaient adhéré à l'UE. Mais ensuite, 20 ans plus tard, ils affirment, et surtout maintenant, compte tenu des 3 dernières années, que lui-même est perçu, selon sa propre définition, comme une Union européenne davantage géopolitique, ce qui signifie très anti-russe dans son essence. Je me dis simplement qu'une grande partie du Kremlin ne verrait plus Lyudmila comme une quelconque garante des droits de l'homme. Mais tu as probablement raison. Je pense que le point le plus difficile, c'est la question de la neutralité, et bien sûr les questions territoriales. Il est difficile de comprendre la position ukrainienne,
car ils pèsent leurs mots pour de bonnes raisons. Cette guerre entière est une menace existentielle. Et s'ils jouent leurs cartes trop ouvertement, ils se rendent déjà vulnérables chez eux, je suppose. Mais à quel point la direction politique parle-t-elle encore ouvertement de tout cela? Je veux dire, je pense qu'ils ont été plutôt honnêtes, mais je reviendrai sur un point que j'ai déjà soulevé. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils comprenaient bien ce qui se passait à Washington. J'ai trouvé que leur évaluation du niveau de soutien politique aux États-Unis pour une nouvelle offensive ukrainienne était à côté de la plaque. Leur interprétation selon laquelle Trump serait de leur côté était erronée. Et leurs attentes quant à ce que cette prochaine rencontre aux États-Unis pourrait leur apporter étaient complètement décalées par rapport à ce que j'imaginais. Pour moi, c'était vraiment important, car s'ils ne comprennent pas l'environnement politique et s'ils croient que Trump et les Tomahawks sont réellement sur la table, que Trump veut vraiment qu'il lance une nouvelle offensive, que ce n'est qu'une question de temps avant que l'économie russe ne s'effondre. Alors, c'est une grave erreur d'interprétation. Beaucoup de ces récits relevant d'une sorte de pensée magique semblent freiner les véritables progrès vers une réflexion sérieuse sur la situation d'après-guerre. Il a été un peu difficile de les amener à en parler, à faire la distinction, par exemple, entre ce dont ils ont besoin maintenant pour continuer à se battre et ce dont ils auront besoin après la guerre. Pour l'instant, l'attention est très centrée sur le quotidien. Peut-on obtenir suffisamment de défense aérienne, de munitions, de personnel pour tenir le mois prochain ou passer l'hiver? Et c'est à peu près la limite de leur réflexion. Je pense que c'est important. Pour moi, c'est une stratégie risquée, car j'ai toujours pensé que le meilleur accord que l'Ukraine pouvait obtenir était probablement en 2022. Et chaque jour qui passe rend l'accord moins favorable. Donc, plutôt que de continuer cette lente hémorragie, il vaudrait bien mieux poursuivre les négociations tant qu'ils disposent encore d'une certaine force. Et ici, je pense qu'ils auraient effectivement les États-Unis de leur côté. Vous savez, je crois que Trump s'est opposé à l'idée qu'il soit nécessairement contraint de se retirer du reste du Donetsk. Il soutenait l'idée de s'arrêter à la ligne de contact. Et si Trump avait voulu sacrifier l'Ukraine et la forcer à une sorte de capitulation, il l'aurait déjà fait. Mais il ne l'a pas fait, car les retombées politiques seraient trop mauvaises pour lui. Donc, si l'Ukraine adoptait une autre approche et disait plutôt « D'accord, nous sommes prêts à faire ces concessions difficiles, mais voici ce dont nous avons besoin de votre part. Nous avons besoin d'un engagement selon lequel vous nous aiderez à nous armer avec des armes défensives afin que nous devenions le port épique d'acier pour que nous soyons en sécurité à l'avenir. Nous avons besoin que vous ameniez l'Europe à faire X, Y et Z. » Je pense que l'administration serait très ouverte à cette approche. Ce n'est pas l'approche qui a été adoptée la semaine dernière et je trouve cela regrettable. Oui, c'est un sujet intéressant, en effet. Comment en Ukraine perçoivent-ils les garanties de sécurité dont ils ont besoin? Mais il y a aussi ici une compétition sécuritaire, évidemment, au cœur du problème. Autrement dit, reconnaissent-ils également les garanties de sécurité exigées par les Russes ou considèrent-ils cela plutôt comme une compétition indirecte? Parce que quand on parle de porc épique d'acier, du côté russe, ils voient tout effort visant à transformer l'Ukraine en une sorte de grand Israël ou en ce porc épique d'acier, comme quelque chose dirigé contre la Russie. Ils ne le percevraient pas nécessairement comme défensif. Donc, encore une fois, c'est pourquoi ils exigeraient, par exemple, des limites très strictes. Ils ne voudraient aucune garantie de sécurité impliquant des troupes de l'OTAN ou la présence de soldats sur le terrain, quelle qu'elle soit.
Mais les Russes ont également exigé une démilitarisation complète, ce qui, je suppose, se situe encore une fois sur un spectre, allant de l'absence totale de soldats à la possession de capacités militaires très puissantes. Mais il semble qu'il devrait être possible de parvenir à un accord quelque part au milieu. Avez-vous eu une idée de ce que cela pourrait être? Je veux dire, de combien de garanties de sécurité auraient-ils besoin? Et comment perçoivent-ils cela par rapport aux exigences de sécurité des Russes? Parce que, encore une fois, chaque fois que l'on parle aux gens à Moscou, leur point de vue est qu'ils sont entrés dans cette guerre, depuis maintenant 3 ans et demi, pour empêcher une incursion de l'OTAN en Ukraine, et que tout accord de paix qui amènerait davantage l'OTAN en Ukraine irait à l'encontre de cet objectif. Ils rejettent donc un peu tout cela d'emblée. Oui, donc je pense que c'est une question vraiment importante. En ce qui concerne la présence de forces de l'OTAN en Ukraine après la guerre, pour moi, c'est inenvisageable. Cela n'arrivera pas, car la Russie préférerait continuer à se battre plutôt que de permettre précisément le résultat qu'elle a déclenché la guerre pour éviter que cela devienne le statu quo d'après-guerre. Je pense que personne en Ukraine n'est vraiment prêt à admettre officiellement que cela n'arrivera pas. Il parle encore de la force de réassurance et de la coalition des volontaires. Mais je pense qu'il y a une reconnaissance du fait que la force de réassurance ne comptera pas 100 000 soldats européens. Je pense qu'en réalité, pour eux, la plus grande valeur de la force d'assurance réside dans le signe d'engagement qu'elle représente, le fait qu'ils ne sont pas seuls. Vous savez, en Ukraine, il y a ce sentiment que la Russie veut faire de l'Ukraine un vassal. Donc la situation d'après-guerre doit institutionnellement lier l'Ukraine à l'Occident. Et cela n'a pas forcément à être militaire. Cela pourrait passer par l'Union européenne. Mais ils recherchent de véritables liens institutionnels. Même s'il n'y avait qu'une seule botte sur le sol ukrainien, ce serait pour eux un signe. Et pour revenir un instant à la question des Tomahawks, ils ont dit que recevoir ne serait-ce qu'un seul Tomahawk, même s'ils ne pouvaient pas l'utiliser, leur conviendrait, car ce serait un signe du soutien des États-Unis. Ils cherchent donc ces signes tangibles, montrant qu'ils restent liés à l'Occident. Je pense qu'il y a désormais une reconnaissance du fait que cette force de réassurance ne verra probablement pas le jour. Certaines personnes étaient très sceptiques à propos de la coalition des volontaires, se demandant où ils étaient passés et pourquoi on ne les avait pas entendus depuis plusieurs mois. J'ai toutefois remarqué qu'après la réunion de vendredi, on refait surface, qui était intéressant, mais leur volonté d'accepter des armes et de l'argent. Si vous ne pouvez pas nous envoyer de troupes, alors nous avons besoin d'armes et de financement. En ce qui concerne l'Europe, cependant, il y a eu une véritable déception. On avait le sentiment que l'Europe n'avait pas vraiment tenu ses engagements en matière d'armement ou de financement, qu'après le début de 2026, il n'y aurait plus d'argent pour soutenir l'Ukraine si les avoirs gelés n'étaient pas utilisés, et une inquiétude qu'ils allaient en quelque sorte se retrouver seuls. Je pense donc au minimum, ils ont besoin d'un engagement financier et d'un engagement en matière d'armes. En ce qui concerne maintenant la question de la manière dont ils perçoivent les préoccupations de sécurité de la Russie ou ses exigences en matière de garantie de sécurité, il y avait une réelle réticence à admettre que certaines des préoccupations de la Russie étaient légitimes ou à reconnaître que, en tant que puissance militaire la plus forte à l'heure actuelle et pays en position d'avantage, la Russie obtiendrait un droit de veto sur certaines des conditions de l'accord de paix. Et que les préoccupations de sécurité de la Russie devaient être prises en compte, parce que si elles ne l'étaient pas, alors on s'engageait en gros dans une reprise de la guerre. Donc je pense qu'il y a un espace au milieu.
Vous savez, la démilitarisation, d'après ce que j'ai compris en parlant avec des gens en Russie, ne signifie pas forcément l'absence d'armée. Cela veut dire une armée défensive. Il y a donc certaines lignes rouges. Des choses comme les avions de combat et de détection précoce, les radars de défense aérienne à longue portée et les missiles de frappe à longue portée. Ce sont les grands éléments que, selon moi, la Russie a définis comme des lignes rouges. Et donc, pour moi, dans un scénario d'après-guerre, il me semble facile de dire qu'il n'y aura plus de transferts occidentaux d'avions de combat ou de détection précoce. C'est quelque chose sur lequel l'Occident pourrait s'accorder, de même pour les missiles de frappe à longue portée occidentaux, et que l'Ukraine ne pourrait pas construire ses propres avions. Nous parlons donc ici principalement de la question de savoir si l'Ukraine sera en mesure de disposer de son propre programme de frappe à longue portée. C'est vraiment là que se situe l'enjeu. Et pour l'instant, elle n'en a pas un qui soit viable. Elle a bien quelques programmes, mais ils n'ont pas été très réussis. Leurs missiles ne sont pas très avancés sur le plan technologique, ils sont faciles à intercepter et manquent souvent leur cible. Donc, à mon avis, pour le moment, ce n'est pas une menace majeure, mais c'est un sujet qui devrait être abordé dans les négociations. Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur à quoi pourrait ressembler une non-alignement ou une neutralité en matière d'armement pour l'Ukraine. J'ai un grand rapport qui sortira dans environ 1 mois et demi sur ce sujet. Et je pense vraiment, d'après mes recherches, en analysant les campagnes et en discutant avec des personnes de tous les camps sur cette question, qu'il existe une version d'une Ukraine armée qui pourrait être en sécurité sans représenter une menace offensive pour la Russie d'aucune manière. Je pense que cela devrait être l'objectif. Mais pour en arriver à cette discussion, pour vraiment définir à quoi cela ressemble, il faut en réalité que toutes les parties s'assoient ensemble autour de la table. Et nous n'en sommes même pas encore là. Oui, parce qu'il s'agit aussi simplement de reconnaître le dilemme de sécurité. C'est-à-dire que si le Mexique, par exemple, cherchait à renforcer sa sécurité, je ne lui conseillerais certainement pas d'installer des armes chinoises à longue portée sur son territoire. Car en réalité, cela diminuerait considérablement sa sécurité. Mais bien sûr, il est difficile de vraiment reconnaître les préoccupations de sécurité de l'adversaire, surtout en pleine guerre. Ce n'est généralement pas le moment où l'empathie envers l'adversaire est la plus forte. Et cela s'applique aussi au côté russe. Ils ne semblent pas souvent prendre en compte que même s'ils perçoivent l'OTAN et l'Ukraine comme des menaces existentielles, l'Ukraine est elle aussi engagée dans un conflit existentiel. L'Ukraine pourrait s'effondrer si cette guerre se prolonge trop. Tu vois ce que je veux dire? Désolé. Non, je voulais juste dire que je pense que c'est là que les États-Unis et l'Europe peuvent jouer un rôle en aidant à combler cet écart, vous savez, en reconnaissant que peut-être pas toute l'Europe, peut-être que l'Europe dans son ensemble ne considère pas que la Russie ait des préoccupations de sécurité légitimes, mais je pense que l'administration actuelle reconnaît que ce conflit a au moins certaines racines légitimes. Non pas que quiconque pense que l'Ukraine allait attaquer la Russie, mais que l'expansion de l'OTAN et la poursuite des efforts pour intégrer l'Ukraine à l'OTAN, le partenariat stratégique entre les États-Unis et l'Ukraine, et ainsi de suite, ont envoyé à Moscou le signal que cela allait se produire, que l'Ukraine allait être intégrée au bloc militaire occidental. Et cela était inacceptable. Donc je pense que, au moins dans l'administration actuelle, cela est reconnu et que cela peut peut-être aider à rapprocher les deux camps. Nous avons aujourd'hui au sein de l'administration des personnes qui comprennent les racines du conflit d'une manière que, selon moi, l'administration Biden n'était pas disposée à reconnaître. Ils ont essentiellement rejeté les préoccupations de Poutine et n'étaient même pas prêts à en discuter.
Je ne dis pas que l'administration Biden aurait dû céder à toutes les demandes de Poutine, mais au moins engager une discussion à ce sujet semble qu'il aurait pu s'agir d'une voie diplomatique utile pour éviter la guerre dès le départ. Eh bien, c'est aussi là que le problème se pose, avec tout compromis, car ce conflit ne se déroule pas dans le vide. Il dure depuis plus de 30 ans. Si vous vous souvenez des années 1990, lorsque nous discutions avec les Russes, ils ne voulaient pas de l'expansion de l'OTAN. Alors nous avons trouvé un compromis. D'accord, lançons le partenariat pour la paix, qui n'impliquait pas l'adhésion. Mais cette initiative, censée être un compromis, s'est révélée être une tromperie. Le partenariat pour la paix est devenu une étape vers l'expansion et non une alternative. Ainsi, toute demi-mesure ou garantie de sécurité limitée sera perçue non pas comme un nouveau statu quo, mais simplement comme une étape supplémentaire sur la route menant à la frontière russe. Mon point, c'est que le niveau de confiance à Moscou est pratiquement tombé à zéro. Il est très difficile à ce stade de trouver un terrain d'entente. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Il pourrait parvenir à une sorte d'accord sur l'architecture de sécurité européenne. Je pense que discuter de l'emplacement exact de la frontière devient secondaire. Mais je suis content que vous ayez mentionné l'Europe et les États-Unis. Car sous Trump, bien sûr, il semble, enfin, du moins parfois j'en doute, parce qu'il appelle cela une ambiguïté stratégique. Il ne veut que personne ne sache ce qu'il pense, ce qui est compréhensible, mais je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il pense. Mais pour le reste de Washington, et certainement pour les Européens, il ne semble pas qu'ils soient prêts à abandonner l'Ukraine comme allié. Peut-être pas une alliée forte, mais au moins un proxy. À un moment donné, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait valoir que nous devrions soutenir l'Ukraine parce que si l'Ukraine l'emporte, nous aurons une armée ukrainienne aguerrie, composée de centaines de milliers d'hommes, qui contiendra essentiellement la Russie indéfiniment. Ils n'ont pas utilisé le mot perpétuité, mais c'est plus ou moins ce qu'ils voulaient dire. Cela constituerait la base de l'architecture de sécurité européenne en utilisant les Ukrainiens comme une sorte de mur pour tenir les hordes russes à distance. Il ne semble pas que les Européens veuillent renoncer à cet objectif. Bien au contraire, si l'Ukraine échoue, les Ukrainiens commenceront à nourrir du ressentiment. Je veux dire, nous avons déjà entendu des personnes comme Arestovitch ou Yulia Tymoshenko affirmer que les Européens les utilisent. Et vous savez, si l'on se retrouve avec une Russie vindicative et en colère, une Ukraine se sentant trahie et une Europe en déclin économique, politique et social, cela ressemble fort à une recette pour le désastre. Je pense que de nombreux dirigeants européens estiment que continuer à utiliser les Ukrainiens comme intermédiaires, sinon dans une guerre directe, du moins comme moyen d'équilibrer les Russes, est quelque chose dont ils ne peuvent vraiment pas se passer. Oui, je veux dire, je suis d'accord avec ça. Je pense que l'Europe a un peu joué le rôle de perturbateur pour tout accord de paix, ou même tout processus de paix. Elle a réagi très négativement à toute tentative de Trump de parler à Poutine ou de pousser la guerre vers une fin. Je pense qu'en partie, c'est une question de gagner du temps. Ils estiment avoir besoin de plus de temps pour se réarmer. Ils craignent qu'une fois la guerre terminée, la Russie reconstitue son armée et s'en prenne ensuite à l'OTAN. Je ne partage pas ce point de vue. Je ne pense pas que la Russie ait l'intention d'attaquer l'OTAN à un moment quelconque dans le futur, même après s'être reconstituée. Je pense qu'il y a en Europe un sentiment selon lequel se réarmer est d'une importance capitale, et plus la guerre dure, plus ils ont de temps pour le faire. Avoir l'Ukraine comme zone tampon aguerrie est un avantage. Je pense aussi que cela a été un obstacle à la paix.
que l'Europe a imposé des conditions déraisonnables. Ils encouragent Zelensky à continuer de formuler des exigences maximalistes. Chaque fois que Trump rabroue Zelensky, celui-ci retourne en Europe pour demander davantage de soutien, et ils le lui accordent. Ils promettent leur appui, mais il n'est pas clair pour moi ce qu'ils offrent à ce stade. Ils n'ont plus d'armes et très peu de financement restant. Ils ont indiqué qu'ils avaient besoin des armes pour leur propre sécurité à présent, compte tenu des incursions de drones et d'autres types de menaces. Je pense donc qu'il y a une limite, tant en Europe qu'aux États-Unis. Vous savez, certains continuent certainement de considérer l'Ukraine un précieux proxy. Je pense que l'administration Biden voyait la guerre en Ukraine comme un moyen utile d'affaiblir la Russie, de fragiliser un adversaire, surtout face à l'inquiétude croissante concernant la puissance militaire chinoise. Je ne suis pas sûre que l'administration actuelle voit les choses de cette manière. Je pense qu'il serait heureux d'en avoir fini avec l'Ukraine et de se concentrer sur d'autres sujets. Je pense qu'il y a une volonté de conclure cette affaire d'une manière qui donne une bonne impression. Vous savez, je pense que Trump s'inquiète de l'Ukraine, d'un scénario à la manière de l'Afghanistan, où il y aurait un effondrement majeur et où il serait tenu pour responsable, comme Biden l'a été, pour le retrait particulièrement chaotique d'Afghanistan. Mais je ne pense pas que beaucoup de membres de l'administration envisagent d'utiliser l'Ukraine comme un proxy à long terme. Au contraire, je crois que le souhait est de clore ce dossier afin de pouvoir passer à d'autres priorités. La normalisation des relations avec la Russie et le rééquilibrage de la relation transatlantique, qui sont leurs deux principaux objectifs en ce qui concerne l'Europe. Et ils ont été réticents à aller de l'avant sur l'un ou l'autre de ces points tant que la guerre en Ukraine n'est pas terminée, car l'image serait tout simplement trop mauvaise. Politiquement, cela donnerait une impression désastreuse de chercher à normaliser les relations avec la Russie alors que la guerre en Ukraine continue de s'intensifier. Et certains craignent encore que si les États-Unis réduisent trop leur présence en Europe pendant que cette guerre se poursuit, cela crée également des risques pour les intérêts américains. Je ne partage pas ce point de vue précis, mais c'est une opinion que j'ai souvent entendue à Washington. Donc je dirais que je ferai ici une distinction entre l'Europe et les États-Unis. Ils ont des visions quelque peu différentes de la situation en ce qui concerne l'utilisation à long terme de l'Ukraine comme pays proxy. Oui, j'aurais dû le préciser. Je pense qu'en Europe, l'une des principales inquiétudes est qu'une fois la guerre en Ukraine terminée, l'Amérique fera ses valises et se dirigera vers des régions du monde plus intéressantes. Pour les partisans de la retenue comme moi, nous aimerions qu'ils fassent leurs valises, rentrent à la maison, puis réduisent l'armée, qu'ils en suppriment une partie. Donc, selon vous, les États-Unis devraient déjà commencer à réduire leur présence en Europe, même avant la fin de la guerre en Ukraine. Oui, je ne pense tout simplement pas que ce soit nécessaire. Je veux dire, je pense qu'on pourrait au moins retirer les forces que Biden a déployées en 2022. Je ne crois plus qu'elles soient nécessaires et je pense qu'on pourrait faire d'autres réductions des forces terrestres américaines ainsi que des forces aériennes. J'imagine que je ne pense tout simplement pas qu'elles soient indispensables pour dissuader la Russie à ce stade. En fait, elles sont encore moins nécessaires qu'avant. La Russie est affaiblie sur le plan militaire. Même si la guerre se terminait aujourd'hui, elle ne pourrait pas se reconstituer avant 5 à 8 ans, et elle représente très peu de menaces pour l'OTAN à ce stade. Si l'on regarde simplement le nombre de forces que les estimations publiques indiquent encore stationnées dans les bases près de la Finlande et des États baltes, elles sont faibles.
Il n'est même pas clair pour moi qu'il serait nécessaire d'avoir des forces américaines si la Russie était assez folle pour tenter d'envahir l'Estonie en ce moment. Donc, à mon sens, il est logique de retirer les troupes, à la fois parce qu'elles ne sont pas nécessaires et parce que cela enverrait un signal très clair à l'Europe. Cette fois, les États-Unis sont sérieux. Nous ne jouons plus à ce jeu où nous disons que l'Europe doit en faire davantage, tout en restant malgré tout. La seule façon, selon moi, de vraiment pousser l'Europe à assumer la responsabilité de sa propre sécurité, c'est de rapatrier effectivement les forces américaines et d'apporter des changements institutionnels à l'OTAN pour donner aux Européens des rôles de direction. Je ne dis pas que tout cela doit se produire dans l'année à venir, mais pour moi, ce serait l'objectif sur une période d'environ 4 à 5 ans. Il y a eu un article de Reuters affirmant que le président Trump avait dit aux Européens, à la fin du mois d'août, que les États-Unis commençaient à réduire un peu leur présence dans les États baltes. Et soudain, nous voyons apparaître toutes ces histoires de drones russes près des aéroports, des bâtiments gouvernementaux et des installations militaires. Mais à chaque fois qu'ils procèdent à des arrestations, il y a toujours des Allemands, ou enfin, vous voyez, aucun véritable Russe. Donc je ne sais pas, beaucoup de ces choses semblent fausses. Il y a probablement eu le jet brouillé, le jet du pays des merveilles, qui s'est révélé être un faux. Il y a donc évidemment un intérêt là-dedans. La reconnaissance que si l'on crée une menace d'escalade, on peut en réalité faire honte ou exercer une pression sur le président américain pour qu'il ne réduise pas sa présence. Mais je pense que pour les Européens, parce que nous avons puisé dans l'argent que nous avions pris aux Russes, nous craignons que les Américains ne partent. Je pense qu'au final, avec la fin de la guerre, ça devient presque une menace. C'est pourquoi c'était un peu, étrange quand Trump a dit qu'il n'y aurait pas de Tomahawks. Je veux dire, il s'agirait de missiles opérés par les Américains, pouvant transporter une ogive nucléaire. Et les Russes ont déclaré qu'ils réagiraient comme si c'en était une. Nous en sommes donc à un point où lorsque les États-Unis disent qu'ils n'enverront pas ces missiles, au lieu de se réjouir, ils paniquent. Cela montre l'état d'esprit des élites politiques que nous avons ici. Je veux aussi vous demander, du côté ukrainien, vous avez mentionné un refus d'accepter la réalité. Je veux dire, il peut y avoir deux raisons à cela. L'une pourrait ressembler à une mentalité de bunker, une situation psychologique où l'on devient sur la défensive, où toute critique est perçue comme une attaque. On obtient alors une pensée de groupe. Personne ne peut remettre en question la croyance partagée. Mais c'est aussi, dans une certaine mesure, les Européens, et je suppose dans une moindre mesure, les Américains, qui donnent de faux espoirs aux Ukrainiens. Vous savez, continuez à vous battre un jour de plus, et votre prochaine Wunderwaffe arrivera, et peut-être que nous viendrons à la rescousse pour sauver la situation. Comment évaluez-vous cela? Dans quel domaine pensez-vous qu'ils se montrent les plus idéalistes dans leur façon de penser? Je veux dire, je pense vraiment que c'est les deux. Il y a un certain sens dans lequel on croyait sincèrement que la promesse des Tomahawks était authentique. Mais pour moi, ça n'a jamais été réel. Ne serait-ce que parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux de lancer ces missiles. Il n'y a pas de solution à court terme pour ça. Donc pour moi, tout cela était un jeu depuis le début. Je pense qu'il y a l'espoir que les États-Unis continuent de fournir des armes, qu'il existe une réserve secrète dont personne n'a encore parlé, que les déclarations sur la faiblesse des stocks américains ne soient pas vraies et que l'Europe va fournir plus d'argent, que tout cela soit réel. Leur espoir ici, c'est de pouvoir élargir la guerre, d'obtenir d'une manière ou d'une autre davantage de soutien des États-Unis, davantage de soutien occidental.
L'autre point où je pense qu'il y a un certain idéalisme, ou du moins de mauvaises informations, concerne l'économie russe. Certains disent que l'économie russe est au bord de l'effondrement, ce qui est tout simplement faux. La situation économique est plus difficile qu'auparavant, mais elle n'est pas au bord de l'effondrement. Je pense donc clairement qu'il y a de faux espoirs entretenus par les Américains et les Européens. En même temps, je crois qu'il y a de mauvaises informations ou une tendance à croire à une vision trop optimiste de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de l'Ukraine. Je pense que la campagne de frappe à longue portée est un bon exemple ici. On parle beaucoup du fait qu'ils auraient détruit 20 ou 40% de l'infrastructure pétrolière de la Russie. Mais ensuite, on regarde ce que la riposte russe à cette campagne a provoqué en Ukraine. Elle a détruit environ 60% de l'infrastructure gazière et elle a coupé l'électricité et l'eau dans plusieurs villes. Alors ma question est qui gagne vraiment cette campagne? On ne peut pas simplement se concentrer sur les succès ukrainiens sans considérer les coûts que la riposte russe a imposés à l'Ukraine. Je pense que c'est parce que l'alternative à la poursuite du combat semble tellement inacceptable sur le plan politique et moral qu'ils continuent à croire à ces faux récits, à la fois ceux issus de leur propre direction du renseignement et de l'armée et ceux venus de l'extérieur. Eh bien, nous avons aussi cette situation en Europe. Je veux dire, les médias nous parlent de files d'attente pour l'essence à Moscou, qui n'existe pas, d'un effondrement économique imminent, fondé sur des absurdités, et de niveaux de pertes qui favoriseraient, soi-disant, les Ukrainiens. Même son récit à elle, c'est que l'Ukraine est en train de gagner et que la Russie n'a pris qu'1% de l'Ukraine. Et, vous savez, toutes ces fausses narrations semblent conçues pour mobiliser le public afin qu'il continue à soutenir la guerre encore un peu plus longtemps. Vous savez, c'est ça, l'objectif. Mais aussi, une chose que nos médias ignorent complètement, parce qu'elle va à l'encontre du récit de guerre, c'est l'opposition à la guerre en Russie. Le dernier sondage Gallup que j'ai vu montrait que 69% des personnes souhaitaient des négociations immédiates. C'est quelque chose que aucun politicien européen ne veut mentionner, parce que nous aidons l'Ukraine. L'histoire qu'on nous raconte, c'est que tous les Ukrainiens veulent continuer à se battre, qu'il leur suffit d'avoir les moyens et qu'ils se battront jusqu'à la fin amère. C'est en quelque sorte ce que nous vendons à notre population ici. Mais je sais que vous avez surtout rencontré les élites politiques à Kiev. Quelle impression avez-vous de l'opposition grandissante, à la fois politique et issue de la société civile? Je veux dire, je pense qu'il y a une véritable lassitude face à la guerre et un désir qu'elle prenne fin. Je pense que cela coexiste avec le fait que certaines concessions paraissent encore inacceptables. Donc oui, ils veulent des négociations immédiates, mais je pense que si on demande aux gens « Êtes-vous prêts à abandonner le reste du Donetsk ?» ils répondraient non. Il y a donc encore, vous savez, des gens là-bas à qui nous avons parlé. Nous n'avons pas seulement discuté avec des élites politiques, nous avons aussi parlé à d'autres personnes, eu des conversations à l'hôtel et ce genre de choses. Il y avait une distinction entre, vous savez, l'idée d'une paix juste qu'ils espèrent encore quelque part, où la Russie serait punie pour ce qu'ils considèrent comme une invasion illégale et non provoquée. Ce sont les mots des Ukrainiens, pas les miens. Et qu'est-ce qui est réaliste? Donc, bien qu'ils souhaitent des négociations et que les gens soient fatigués et veuillent que la guerre se termine, certains des termes de ce qui constituera finalement la paix restent inacceptables ou difficiles à accepter. Et oui, il y a eu des manifestations. Les gens étaient très mécontents des coupures d'électricité et d'eau à Kiev quand cela s'est produit la semaine dernière, et il y a eu des protestations à ce sujet. Il y a donc un mécontentement croissant et un désir grandissant de voir la guerre se terminer.
Mais je ne suis pas sûre que la majorité de la population en soit au point où elle ne punirait pas ses propres dirigeants politiques pour avoir accepté un accord inacceptable. Et vous savez, cela peut être vrai quoi qu'il arrive. Il se peut que, quel que soit l'accord accepté lorsque nous y parviendrons, la direction politique soit finalement évincée. Et pour cette raison, je pense que le récit qu'un dirigeant ukrainien devra faire passer est que cette paix a été en quelque sorte imposée et non pleinement acceptée. Sinon, ce serait tout simplement trop toxique politiquement. C'est mon évaluation personnelle, et je pense que vous savez, dans toute guerre, le seul moment où l'on parvient réellement à la paix, c'est lorsque tout le monde reconnaît que l'accord sur la table, aussi terrible soit-il, vaut mieux que de continuer à se battre. Et je pense que nous nous en approchons, mais nous n'y sommes pas encore tout à fait. C'est un peu la triste réalité, pourtant. Le refus d'abandonner Donetsk parce que les Russes ne l'ont pas encore prise. Cela implique aussi que la paix pourrait venir si la guerre se prolonge un peu et que la Russie finit par la capturer. Mais bien sûr, d'ici là, ils auront aussi conquis des territoires dans d'autres régions. Il y aura davantage de destruction des infrastructures ukrainiennes, plus d'hommes morts, plus de gens fuyant le pays. Et toute la capacité à réellement se relever, enfin, à reconstruire un jour, en serait diminuée. Mais en ce qui concerne la perception de la situation, comment voit-il la situation sur le champ de bataille, en dehors du fait que les Russes commencent à avancer à une vitesse plus élevée? Les problèmes au sein de leur propre rang sont évidents, car vous savez, ils ne reçoivent pas beaucoup de recrues volontaires. Il y a davantage, du moins il semble y avoir davantage. Encore une fois, je me base principalement sur les chaînes Telegram ukrainiennes, et j'ai l'impression qu'il y a une plus grande prise de conscience et une opposition croissante face aux méthodes de recrutement plus brutales qu'ils utilisent, comme le fait d'embarquer des gens dans la rue. On observe davantage de désertion, de reddition, et, sans que ce soit totalement désorganisé, au moins un certain repli depuis les lignes de front, des unités se retirant sans attendre l'approbation de leur commandant. Je veux dire, tout cela devient un peu plus désorganisé, on dirait. Est-ce que c'est quelque chose qui est, je pense, en grande partie causé par le manque de main-d'œuvre et d'équipement, mais aussi par une vision pessimiste de l'évolution de la guerre? Est-ce que cela fait partie des inquiétudes ou ont-ils des plans pour résoudre ces problèmes? Parce que cela pourrait avoir un effet en cascade sur d'autres difficultés également. Oui, on n'en a pas beaucoup parlé. Je veux dire, il y a une reconnaissance du fait qu'il y a un problème de mobilisation, qu'ils n'arrivent pas à recruter des forces assez vite et que le taux de désertion est incroyablement élevé. J'ai vu un chiffre d'environ 250 000 désertions, c'est-à-dire environ 25% de la taille supposée de l'armée ukrainienne. Donc c'est énorme. Je pense qu'il y a une prise de conscience que c'est un problème et que c'est pas seulement un problème à court terme, c'en est aussi un à long terme. Ils ont perdu une grande partie de leur population qui est partie à l'étranger. Beaucoup de jeunes, surtout des jeunes hommes en dessous de l'âge de mobilisation, sont partis et ils ne savent pas combien reviendront. Donc ce n'est pas seulement un problème à court terme. C'est un problème à long terme, mais ils n'ont pas de solution. Et je suppose que parce qu'ils considèrent cela comme une question existentielle et qu'ils voient toute forme de concession maintenant comme une simple pause temporaire et tout accord comme un risque existentiel s'il ne s'accompagne pas d'un lien politique avec l'Occident, il y a ce sentiment qu'ils doivent simplement continuer, qu'il n'y a pas d'alternative à la poursuite du combat. Et tu sais, je suis d'accord avec toi sur la question territoriale. C'est pourquoi je dis que chaque jour, l'accord devient pire.
Et c'est pour cela que je verrais les négociations comme un moyen, si on les entamait maintenant, de commencer à reconstruire une grande partie du pays. Vous savez, certains suggèrent qu'il existe une manière de figer les lignes de front, qu'il n'est pas nécessaire de repousser la Russie, mais qu'ils peuvent geler le conflit comme ils l'ont fait dans le domaine maritime. Dans le domaine maritime, ils ont utilisé des drones, des missiles anti-navires et d'autres moyens pour, en quelque sorte, figer le conflit. Ils peuvent utiliser les eaux, ils peuvent utiliser leurs ports, et donc, il y a l'espoir qu'ils puissent faire la même chose sur terre et dans les airs. Je ne trouve pas cela très réaliste. Ils ont réussi à le faire à quelques endroits, mais même là sur le terrain, cela s'effondre. Et dans les airs, cela me semble presque impossible, à moins de disposer d'énormes moyens de défense aérienne et d'intercepteurs, dont nous manquons manifestement à l'échelle mondiale. Donc cela me paraît irréaliste. Vous savez, je pense que la situation est assez difficile et je ne suis pas vraiment sûre que le simple fait de prendre le territoire résoudrait le problème. Si la Russie revendiquait effectivement tout le Donetsk sur le plan militaire, est-ce que cela mettrait fin à la guerre? Je pense que cela ouvrirait beaucoup de possibilités de négociations du côté russe, mais je ne suis pas certain que cela mettrait fin à la guerre sans que les questions politiques soient réglées. Encore une fois, je pense qu'à ce stade, nous pourrions nous concentrer sur la neutralité, rétablir la neutralité, et sur la question territoriale. Vous oubliez toute la question de l'identité au sein de l'Ukraine, comme mentionné, la dérussification. Mais il y a ici une contradiction fascinante. D'un côté, ils craignent que toute solution ne soit que temporaire, et à juste titre, car si cela semble temporaire et qu'ils rouvrent leurs frontières, le reste de la population masculine s'enfuira. Personne ne reviendra si tout le monde a le sentiment que ce sera provisoire. En même temps, de nombreuses propositions suggèrent de geler le conflit, des cessez-le-feu temporaires. Aucune de ces mesures, elles sont toutes temporaires par nature, par définition, ne va donc rien résoudre. Je veux dire, je pense que ce dont l'Ukraine a le plus besoin, c'est d'un nouveau statu quo durable. C'est-à-dire, je suppose, d'un règlement politique. Ma dernière question, cependant, c'est qu'évidemment tout le monde se concentre maintenant sur le fait que les Tomahawks n'ont pas été livrés. À la place, le président Poutine et le président Trump se rencontreront très probablement à Budapest pour discuter de la fin de cette guerre. Encore une fois, je ne pense pas que la position russe, son cœur, changera beaucoup. Autrement dit, l'Ukraine redeviendrait neutre et les concessions territoriales devraient être acceptées. En plus, le reste arrive aussi. Mais qu'attends-tu vraiment de tout cela? Tu donnes l'impression de penser que le désir de paix de Trump, mettre fin à la guerre, est sincère. Mais quelles sont, selon toi, les attentes réalistes de cette rencontre? Parce que Trump a bien essayé de faire pression sur les Russes. Eh bien, depuis l'Alaska, ils ont tenté de faire en sorte que les Indiens, tu sais, participent aux sanctions, aident un peu avec les armes. Mais la position russe n'a pas bougé d'un pouce. Peut-être qu'elle ne bougera pas, car chaque fois qu'ils se perçoivent comme affrontant une menace existentielle, l'escalade ne rencontre qu'une autre escalade. Alors, que penses-tu qu'il soit réellement possible d'obtenir lors de cette rencontre? Eh bien, je veux dire, de manière pessimiste, je dirais que je pense que le désir de paix de Trump est authentique, mais je ne vois toujours pas de véritable stratégie de la part de l'administration pour y parvenir. Il est clair qu'il n'y a aucun intérêt à exercer une pression sur Poutine, et il n'y a pas non plus de volonté de forcer l'Ukraine à accepter un très mauvais accord de paix. Nous restons donc dans le statu quo, en attendant que la réalité du champ de bataille oblige les deux camps à s'asseoir à la table des négociations. Nous n'en sommes pas encore là,
et cela pourrait ne pas arriver avant 6 ou 12 mois. En ce sens, cette rencontre serait simplement, vous savez, un peu comme le sommet de l'Alaska, un échange de points de vue sur la situation actuelle et sur les domaines où les désaccords persistent. Je pense donc qu'un programme plus positif que je proposerais aux deux dirigeants serait de se concentrer sur une voie différente, plutôt que d'essayer de régler toute cette affaire d'un seul coup avec une sorte de grand compromis. Revenir à la stratégie qui semblait fonctionner un peu pendant la période de mars-avril, à savoir rechercher de petites victoires, comme la trêve maritime et aérienne, et je proposerais une trêve énergétique. À mon sens, cela profiterait aux deux parties en mettant fin aux frappes sur les infrastructures énergétiques. C'est clairement quelque chose qui impose de lourds coûts à l'Ukraine. Je l'ai constaté de mes propres yeux lorsque j'y étais, et c'est un sujet qui a été évoqué à plusieurs reprises et qui impose également au moins un certain coût au côté russe. Vous savez, on pourrait débattre de l'ampleur, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas, disons, de longues files d'attente aux stations-service, mais cela impose certains coûts à leur infrastructure pétrolière. Donc arrêter cela leur donnerait quelque chose. Cela réduirait aussi le besoin de ce niveau élevé de partage de renseignements et d'implication des États-Unis dans le ciblage. Ce qui aiderait à désamorcer cet aspect du conflit et à en retirer un peu les États-Unis, ce que je trouve peu utile. J'y vois donc beaucoup d'avantages. En fin de compte, le conflit sera tranché à la table des négociations et sur la ligne de front à l'est, à Donetsk. Il ne sera pas décidé par ces frappes à longue portée. Elles imposent des coûts, mais je ne pense pas qu'elles seront décisives. Ainsi, aucune des deux parties n'aurait à céder trop, mais chacune obtiendrait quelque chose en retour. C'est quelque chose que je pourrais considérer comme réalisable, quelque chose que je pense la partie russe pourrait être disposée à concéder, quelque chose qui profiterait à l'Ukraine et un objectif vers lequel les États-Unis pourraient travailler. Je suppose donc que je proposerais cela comme un programme positif, quelque chose que j'aimerais voir émerger de cette situation, même si je ne sais pas avec certitude si c'est possible ou si l'administration actuelle y réfléchit même. Vous savez, nous ne savons pas vraiment grand-chose sur qui sera présent à la réunion, ni sur le format qu'elle prendra. Donc, vous savez, sans savoir cela, il est un peu difficile de prévoir ce que j'espère tirer de la réunion, mais je suppose que je verrai cela comme une étape vraiment positive, plutôt que de se concentrer sur un grand ensemble de mesures visant à résoudre une multitude de problèmes complexes. Comme Trump l'a dit, c'est un conflit difficile à résoudre. Il pensait que ce serait facile. Je ne pensais pas que ce serait facile, mais c'est bien plus difficile qu'il ne l'imaginait. Alors, au lieu d'essayer de tout résoudre d'un coup, essayons de réduire le champ, de désamorcer progressivement, puis de passer aux questions plus importantes avec de véritables négociations au niveau opérationnel ou à un niveau en dessous de celui de Trump et Poutine, comme vous savez, Rubio et Vance, Lavrov et Ushakov et d'autres. Avez-vous discuté de l'un de ces sujets avec la direction en Ukraine? Par exemple, les Ukrainiens seraient-ils prêts à cesser les attaques contre les installations énergétiques russes et à arrêter d'attaquer le territoire russe d'avant 2022? Ce sont bien sûr deux choses distinctes. Mais je suppose que, comme première étape, si l'on peut compartimenter un aspect, et leur avez-vous parlé ou entendu quelque chose de leur part, concernant leur disposition à descendre un peu l'échelle de l'escalade? Parce que, comme vous l'avez dit, en ce moment en Ukraine, les infrastructures critiques sont détruites et il faudra des années et des années pour les reconstruire. Oui, donc nous n'avons pas parlé de la question des territoires d'avant 2022, nous avons un peu discuté de la désescalade, comme un cessez-le-feu aérien, maritime ou énergétique. Et
il y avait clairement une ouverture à ce sujet. Je pense qu'avant mon arrivée, Zelensky avait fait un commentaire appelant à un cessez-le-feu aérien unilatéral et j'ai trouvé cela absurde. Je lui ai donc posé la question, mais ce qu'il voulait dire, c'était simplement un cessez-le-feu dans le domaine aérien, c'est-à-dire dans un seul domaine plutôt qu'un cessez-le-feu total. C'était davantage un problème de traduction. Donc, unilatéralement, signifie Faction First ne nous attaque pas, mais que nous pouvons les attaquer. Ce n'était pas l'intention, selon certaines personnes. J'ai trouvé que c'était une déclaration absurde et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'arrivera pas. Mais ce qui était visé par cela, du moins d'après les personnes à qui nous avons parlé, plusieurs personnes, c'était une trêve aérienne, comme dans un seul domaine. Donc je pense que cela envoie un signal, et nous avons entendu d'autres dire que c'est une idée qui pourrait être discutée. C'est aussi quelque chose à quoi ils sont ouverts. Oui, mais même là, tu choisirais une zone où les Russes ont une défense aérienne supérieure. Ils ont les bombes FAB. Ils dominent désormais avec les drones. Donc geler la seule zone où les Russes dominent va être difficile à faire accepter. Mais encore une fois, ce n'est qu'une suggestion. Tu pourrais y inclure d'autres éléments, cependant. Disons qu'il y a peut-être une mesure économique que Trump pourrait offrir. C'est là que les États-Unis disposent d'un levier. Ils peuvent proposer des incitations plutôt que des sanctions. Peut-être que l'administration est prête à faire un geste économique ou à engager une discussion sur l'architecture plus large de la sécurité européenne. Et je pense qu'il y a du côté russe une reconnaissance du fait qu'il est vraiment important de garder Trump impliqué et de ne pas l'aliéner complètement de ce processus. Car seuls les États-Unis peuvent fournir certains des éléments politiques que la Russie recherche. Il pourrait donc y avoir une volonté d'accorder quelque chose à Trump ici pour le maintenir engagé et disposé à collaborer avec Poutine et les Russes à l'avenir. Oui. Eh bien, je suppose que c'est ma plus grande déception concernant Trump. Cependant, je n'ai pas beaucoup entendu parler ces derniers mois de l'élargissement de l'OTAN et de la politique de la porte ouverte. Je veux dire, si cela pouvait être remis sur la table, mais encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils l'aient écarté ou s'ils gardent simplement leurs cartes près de la poitrine. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu'ils font, mais eh bien, ils ont essuyé beaucoup de critiques pour avoir retiré dès février la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, même si cela semblait évident pour tout le monde que cela n'allait pas se faire. Mais ils ont tout de même été très critiqués pour cela. Donc je pense que depuis, ils ont peut-être adopté une approche un peu plus prudente. Et bien sûr, tu sais, ce serait une grande concession, ou plutôt pas vraiment une concession, parce comme on en parlait tout à l'heure. Puisqu'il semble peu réaliste que quiconque veuille ajouter davantage de territoire à défendre, étant donné les inquiétudes déjà existantes concernant la défense du territoire déjà membre de l'OTAN. Mais oui, rendre cela public serait une décision importante. Donc je pense qu'il est logique que l'administration considère que c'est quelque chose à aborder plus tard. Eh bien, je vous ai déjà pris 1 heure de votre temps. Alors je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir partagé vos réflexions sur les conversations que vous avez eues en Ukraine. J'entends rarement parler de la façon dont on y perçoit les choses. Donc c'est vraiment fascinant. Merci beaucoup. Et une dernière question. Où les gens peuvent-ils vous trouver et suivre votre travail? Eh bien, si vous me cherchez en ligne, vous pouvez trouver ma page d'accueil sur Defense Priorities. Je suis aussi sur Twitter sous le nom de J.O. Kavanagh, donc vous pouvez me suivre là-bas. Excellent. Eh bien, merci encore. Mais